Le 5 juin 1984, dans la région du Pendjab, dans le nord de l'Inde, l'armée envahit le temple d'or d'Amritsar. Leur objectif est d'y déloger des Sikhs qui demandent l'indépendance de leur région. Près d'1 millier de civils seront tués pendant l'assaut. En représailles, les gardes du corps sikh d'Indira Gandhi, première ministre de l'Inde, l'assassinent le 31 octobre de la même année. S'ensuit alors des mois de persécution de la majorité hindoue contre les Sikhs. Des exactions populaires, parfois soutenues par le gouvernement indien, feront des milliers de victimes, hommes, femmes, enfants. Des milliers d'autres fuiront le pays vers les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni ou encore la France. Kashmir Singh est l'un d'entre eux. Ses prises de position contre le gouvernement indien l'ont poussé à quitter le pays. Why I come here? I come here to save my culture, save my religion. When India army attacked Darbar Sahib, I was the student of mathematics. I was openly criticism the government. When the police come to arrest me, I ran. Then my parents asked me, it is good to leave this country. Then I came to Malaysia. There I applied Embassy of France the visa. They grant me visa, and then I come to Paris. I demand political stay, and I rest in 88. May 88 I arrived in France, and that's I stay here, just nothing. I do nothing, they are a criminal. But the police harassment my family. That's why I never went there. I want to go there back because I do nothing. Just in the conference I speak. And speak is not a crime. But they don't want to come back. That's why my parent, my mother also dead. Now my father is very old, 90 years. He said to me, you don't come to see me because if you come to, now the police arrest you, and it's very bad because they are here. Is my children, a family with me. That's why he said, you rest with your family, not come here. En exil forcé, la communauté s'est rapidement organisée pour sauvegarder ses rites et ses coutumes. On estime entre 8 et 30 000 le nombre de Sikhs en France. Majoritairement basés en Seine-Saint-Denis, les fidèles y ont construit un véritable temple sikh, le Gurdwara. Le Gurdwara n'est pas juste un lieu de méditation, mais aussi un lieu de rencontre, de socialisation, d'échange avec la famille. Les gens passent du temps ici, croisent des amis, discutent, échangent et passent un bon dimanche, une bonne après-midi. Le Gurdwara propose des supports et les vend ou les donne gratuitement. Et n'importe qui peut venir ici se procurer soit de la documentation sur les Sikhs. Par exemple, là, ce document, qu'est-ce qu'un Sikh? Qu'est-ce que le sikhisme? C'est une manière assez anodine pour permettre aux gens de partager autour d'eux, donc chez eux, ou à leurs amis, à leurs collègues, leur propre religion. Donc c'est une manière avant tout de sensibiliser les gens autour de soi qui sont les Sikhs. Parce que bien souvent, les gens ne savent pas du tout qui sont les Sikhs. Vous pouvez aussi voir des articles de foi sikh typiques, comme le kara, qui est le bracelet sacré sikh que tout sikh porte et qui est un signe distinctif
Donc pour identifier un sikh, au-delà du turban et de la barbe, il y a aussi le bracelet. Et ce bracelet qui s'appelle Kara a vocation à rappeler à chaque sikh d'agir de manière correcte, d'agir de manière décente. Et c'est un rappel. Les prophètes sikhs ont imposé à tous les sikhs d'instaurer ce principe de langar, une cuisine, une restauration gratuite pour chacun, et également végétarienne, dans le but de rappeler à chacun qu'on est tous fraternels, que ce soit hommes, femmes, mais aussi entre les hommes. Étant donné que la société indienne est très structurée en fonction des castes, il a été important de marquer cette égalité à travers le repas et de manger un plat commun ensemble. Les portes du boudoir s'ouvrent et les bénévoles viennent pour préparer la nourriture. Étant donné qu'ils savent que durant toute la journée, ils vont nourrir des personnes, c'est l'occasion pour les bénévoles de faire du seva, de l'action bénévole, au sein du Gurdwara. D'autres préparent l'espace de méditation et les prières et les chants commencent dès 10 h du matin. Tout au bout est présent l'autel sacré où est disposé le Guru Granth Sahib Ji, qui est le recueil sacré des Sikhs. Donc, le protocole suivant, quand tout Sikh entre dans cette salle, il va se prosterner devant le livre sacré. Les hommes étant bien plus nombreux que les femmes en Occident, une règle non écrite impose une séparation pendant la prière. La religion sikh prône pourtant une parfaite égalité des sexes. Donc dans le sikhisme, en fait, l'homme et la femme sont vraiment mis à égalité. Donc, et c'est ça en fait qui me plaît vraiment dans cette religion-là, c'est que finalement, on est vraiment considérés comme égaux. Et donc ça fait que... Alors évidemment, il y a la culture punjabi qui joue un rôle, donc la culture indienne qui fait que l'homme a un petit peu plus de droits ou on va dire d'autorité, mais ça n'a rien à voir avec la religion en elle-même. Aujourd'hui, je porte le turban, je ne le portais pas forcément avant. Et je suis vraiment tombée amoureuse de cette religion, pas parce que c'est la religion de mes parents, pas parce que c'est la religion du pays où je suis née, mais vraiment parce qu'elle m'apporte toutes les réponses dont j'ai besoin. Et surtout, je suis un peu féministe, hein. Bon, c'est pas évidemment facile, mais et justement, ça nourrit ce féminisme dans le sens où ça apporte vraiment, ça donne l'image d'une religion. Et c'est une religion qui donne une place vraiment primordiale à la femme. Obligation religieuse pour certains, ou simple marqueur culturel pour d'autres, le turban est un élément important de l'identité sikh. Comme tout autre signe religieux, il est interdit depuis 2004 dans les écoles de la République. Les étudiants qui refusent de l'enlever s'exposent à un renvoi de leur établissement. Le directeur me reçoit moi et mes parents, il me dit écoute, ça va pas être possible. Soit t'enlèves ton turban et tu peux intégrer le collège, soit sinon c'est l'exclusion à l'issue d'un conseil de discipline. Et du coup, moi je devais avoir 13-14 ans à l'époque. Dès qu'on dit exclusion d'un collège, ça fait un peu peur. Du coup, j'ai accepté de retirer mon turban pendant 2 ans et je pense que ça doit être les 2 années les plus horribles que j'ai dû passer dans une école. C'est vraiment très humiliant. J'avais l'impression d'être abaissé tout le temps, d'être quelqu'un d'autre. Ensuite, j'intègre le lycée. Je me dis c'est un autre cadre, il y a un autre directeur, peut-être qu'ils seront un peu plus tolérants. Ils m'ont installé sur une table face contre le mur dans le bureau du CPE et je bossais tout seul. Du coup, j'avais pas le droit de rencontrer mes autres potes pendant la pause. Je devais prendre la pause après les autres ou avant les autres.
On n'a pas suivi de cours, mais on était quand même présent dans l'enceinte de l'établissement. À vrai dire, on était dans la cantine. Ils nous plaçaient dans la cantine. Ils faisaient en sorte qu'on ne soit pas vu par les autres élèves. Après, grâce notamment à l'évêque de Saint-Denis, on a réussi à être placé dans une école privée sous contrat, catholique. Je ne comprends pas en quoi porter un tissu sur la tête peut être considéré comme un motif d'exclusion. Je trouve que la laïcité, c'est d'abord un principe de liberté et aujourd'hui on s'en sert vraiment pour poser des interdits. C'est plutôt une laïcité que je trouve un peu agressive. Je le regrette pour la France. Moi je pense que j'ai eu des études de meilleure qualité là où j'étais, donc personnellement je ne le regrette pas. Mais le fait de ne pas avoir ce droit-là, ça je le regrette et je le regrette pour la France. Pas pour moi, parce que moi ça s'est très bien passé, je le regretterais peut-être pour mes enfants ou quelque chose. Puis la laïcité à la française, c'est vraiment une laïcité qu'à la française, quoi. Il y a vraiment que les Français qui la pensent comme ça. Ou sinon, il faut être un régime totalitaire, voilà. Pour le moment, j'ai quelques difficultés à trouver des stages, mais je reste optimiste et je me dis que c'est pas forcément à cause du turban, qu'il y a peut-être d'autres raisons. Devenir le premier d'avocat sikh de France, je pense que c'est vraiment pas rien. Je pense que je serais énormément fier, mes parents seraient énormément fiers, et puis même les autres Français de confession sikh, se diront ah oui, il y a enfin un Français de confession sikh qui peut nous défendre devant la justice, qui comprend nos problématiques. राम रस पिया रे, राम रस पिया।